Alors, d'où vient l'azote? Donc, dans les écosystèmes naturels, n'ayez pas peur, il y a de l'azote, il pleut, il y a de l'azote qui arrive. Donc la pluie amène de l'azote. Mais c'est fixé dans la goutte de Oui, c'est dissous dans l'eau. Hein? En traversant l'air. Ouais. Elle se charge d'azote. Hein? Et après, dans les pluies, quand vous avez des pluies chargées d'ammoniac, parce que vous avez plein d'élevages industriels, comme c'était le cas en Hollande à une époque, ils calculaient que là où on avait des émanations d'ammoniac des élevages, on avait quasi 200 unités d'azote qui revenaient avec la pluie à quelques dizaines, voire centaines de kilomètres. D'accord ? Donc c'était intéressant pour un paysan qui était sous le vent des porcheries et des poulaillers industriels, il pouvait quasi cultiver sans azote. C'est gratuit. Parce que là, ça revenait avec la pluie. Donc 60% de l'azote provient de la fixation biologique, hein, donc ça pourrait être des nodosités, des choses comme ça, hein, et 30% revient du recyclage de la matière organique, ça veut dire la minéralisation de l'humus dans le sol. Pas plus. Hein, non. Hein. Et en fait, on va se rendre compte que le premier levier, c'est celui du milieu, c'est-à-dire les fixations symbiotiques d'azote. Parce que 60%, ça vaut le coup d'y réfléchir. Et donc, si on décortique notre schéma chez François Mullet, voilà comment on pourrait le représenter. On avait un radis qui pousse, on a de l'azote qui est dans l'air, facteur non limitant. Ensuite, on a mis plein de paille, on est à peu près sur des 20-25 tonnes de paille à l'hectare à l'année en moyenne. D'accord ? Donc, on a de l'azote contenu dans la matière organique fraîche, il y a de l'azote dans la paille. Le problème, c'est combien ? Ensuite, j'ai de l'azote qui est contenu dans tous les êtres vivants du sol. Un ver de terre, c'est de l'azote. Une bactérie, c'est de l'azote. Un carabe, une limace, ça contient de l'azote. Moi, je contiens de l'azote. Et ensuite, vous avez encore de l'azote qui est dans la solution du sol. C'est celle qu'on connaît avec les nitrates et tout ça. Et puis, on a aussi de l'azote qui va être stocké dans l'humus. Le stock de matière organique du sol. Et donc on se rend compte qu'on a 1, 2, 3, 4, 5 possibilités de trouver de l'azote. C'est quand même pas mal. Hein? Donc le végétal, il met tout en route pour récupérer de l'azote partout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va y avoir utilisation, distribution, partage de l'azote. Et on se rend compte qu'on a 2 grandes entrées d'azote. Celle du matériau qui va être dégradé par la pédofaune, d'accord, par tous les êtres vivants qui sont dans le sol, et celle qui vient de l'air. C'est les 2 grandes entrées d'azote. Et ensuite, une fois que la pédofaune ici, elle va manger la litière, eh bien, elle va faire du stock, mais qui va minéraliser. C'est une espèce de truc à terroir. J'en mets et je redonne. Là, il y a du partage. Ensuite, cet azote qui est dans les individus, il y a une partie qui va, quand ils vont mourir et minéraliser, ça va aller en solution, d'accord ? Mais on peut le reprendre. Quand il y a trop de nitrates, on sait comment les récupérer, parce que c'est les individus qui font le job. Et ensuite, ici, de la litière, ça peut minéraliser très vite et en direct, si c'est des matières organiques très rapidement dégradables. En quelques jours, on peut déjà avoir de l'azote, d'accord ? Et donc, on a un jeu de rôle dans les différents compartiments qui paraît complexe. Et en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 2 sources d'azote fondamentales. La nourriture, la litière, d'accord ? Et finalement, l'azote atmosphérique. Alors, il y en a une autre, c'est les exudats racinaires, d'accord ? Qui pourraient être aussi rajoutés et qui vont transiter par de la pédofaune, notamment des bactéries. Donc voilà. Donc, à un moment donné, on va avoir des jeux de rôle là-dedans, des choses un petit peu complexes. Et l'idée, c'est de simplifier toujours les schémas pour prendre la grande ligne, le fil rouge. Et puis, du coup, on a simplifié tout ça. On va parler de minéralisation. Donc, on a une minéralisation primaire de la litière, une minéralisation de l'humus qu'on a appelé secondaire, et une humification d'une partie de la litière. D'accord ? Donc la litière, tout ce que je mets, ça va en partie humifier et en partie ne pas humifier. Voilà un petit peu ce qui va se passer dans le dispositif. Et puis, on s'est rendu compte qu'on a des petits problèmes. C'est-à-dire que
on a des problèmes sur le C sur N, les micro-organismes et les litières. C'est-à-dire que ma litière, elle va avoir un rapport carbone-azote, une concentration en carbone de, on va dire, de 10 à 150, voire 200. Ensuite, à un moment donné, les bactéries, les champignons, les vers de terre, eux, quand ils sont vivants, ils ont des C sur N autour de 8. Et puis, ils savent, à un moment donné, récupérer de l'azote et recracher du CO2. L'humus, c'est un rapport carbone à 10. Donc, dans le sol, quand vous êtes vivant, quand vous stockez, 8-10. D'accord ? Hein ? Et en fait, les bactéries qui vont minéraliser pour redonner de l'azote que la plante va pouvoir récupérer, elles ont à nouveau des rapports carbone de 8. Hein ? C'est-à-dire que on va faire un schéma beaucoup plus simple que ça. Hein, vous oubliez ça, trop compliqué. Hein ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez une espèce de chaîne comme ça, et puis on va faire 3 grandes cases. Au début, vous avez un rapport carbone-azote égale 150. On va mettre de la paille dure. Je mets 1 dessous. Bon, comme ça, ça me cause beaucoup mieux. En fait, ça veut dire que j'ai 150 fois plus de carbone dans le matériau que d'azote. Et donc, ça, c'est le matériau qui va rentrer. Hein, c'est l'étape numéro 1, c'est la matière fraîche. Donc, deuxième étape, les bactéries ici. Alors, je ne sais pas si c'est la deuxième, mais c'est la dernière. Hein, donc, celles qui sont ici, c'est égal à 8 sur 1. Et donc, ça, c'est les bactéries qui minéralise. En fait, je peux tout de suite dire que c'est la troisième, parce qu'il y en a une autre entre les deux. Donc l'étape qui est au milieu, elle est comme ça. 1, 2. Donc là, on va avoir un C sur N qui est égal à 24 sur 1. Et en fait, ce truc-là, c'est... Voilà. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir transformer la paille d'un C sur N de 150 à un C sur N de 24, parce qu'en fait, ce C sur N de 24, il constitue la nourriture de base pour toute l'activité biologique du sol, les vers de terre, les bactéries, les je sais pas quoi, d'accord, qui ont eux-mêmes, ils ont un C sur N égal à 8, ok ? Parce que quand un ver de terre va mourir et minéraliser, il est tout de suite absorbable. D'accord ? Par la plante. Hein ? Parce qu'il meurt, les bactéries s'en chargent, c'est le même C sur N, il se décompose très vite, clac, la plante elle tire. Hein ? Ok ? Et donc, les êtres vivants qui font le job, ils ont besoin d'une nourriture chargée comme ça. D'accord ? Et donc, vous avez 3 mécanismes. 1, 2, 3, et on va passer le C sur N de la paille, on va le mettre à 8. Et c'est là qu'il y a eu presque un drame dans la bibliographie, hein, parce qu'on a trouvé un drame. Comment on fait ? C'est-à-dire pour passer de 150 à 24. Donc je vais tricher, je vais vous l'écrire comme ça. 25, oui, voilà. 1 sur 6. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait là ? J'ai 2 hypothèses. D'accord ? 1, perte de carbone. Donc c'est 6 fois. D'accord ? Ou, deuxième hypothèse, gain d'azote. Et dans ce cas-là, 6 fois aussi. Oui. Hein ? Ça m'embête pas. Tu sais, on fait des hypothèses un petit peu de paysans. Hein ? Qu'est-ce qui m'intéresse ? Là, maintenant. Je suis paysan, je cherche de l'azote. C'est la deuxième hypothèse qui m'intéresse. Mais intuitivement, qu'est-ce que je dois me dire ? Si j'ai un champignon qui dégrade la paille, là, pour faire ça, Oui. d'accord ? Mais il va faire les deux. Il va perdre un petit peu de carbone par le CO2 parce qu'il le consomme, mais il va peut-être aussi gagner un petit peu d'azote. Hein ? D'accord ? Et donc, on va se rendre compte que dans la bibliographie, tout ce qu'on a trouvé, c'est d'abord le 2 qui gagne. On a un gain.
Donc on ne s'est pas embêté, on ne sait pas l'estimer, parce que je ne sais pas si c'est mesuré d'ailleurs. Hein. Et donc on a trouvé tout un tas d'individus qui vont manger la paille, d'accord, et qui vont capter de l'azote de l'air. Et donc le gain d'azote ici, il se fait à partir de N2, qui va être pris dans le gaz, d'accord. Ça va être capté N2, d'accord. Et donc on a ce genre de phénomène qui se met en place. Et devinez quelle est la condition pour que ça marche. Pourquoi j'arrive à capter l'azote de l'air? Quand je suis un être vivant, alors on a trouvé des noms compliqués, des aspergillomes, d'accord? Des bactéries gram plus, gram moins. Hein? Je pense que les fusariums font partie de la famille, des clostridies, des azotobactères, ça nous cause un petit peu mieux, d'accord? Hein? Et donc il y en a une liste abominable, donc on n'est même pas limité par les individus, d'accord? Voilà, il faut que ce soit aérobie. Et en fait, la grande surprise, écoutez bien, ça ne peut que se passer dans l'air. D'accord? Jamais, 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 quand vous mettez la matière organique dans le sol, vous ne pouvez récupérer l'azote de l'air. C'est ça le drame. D'accord? C'est-à-dire que pour récupérer l'azote de l'air, il faut que la matière organique soit sur le sol, c'est-à-dire dans l'air. Parce que là, tu es sûr qu'il y en a 80% de disponibles. Ok? Tu as la richesse maximum et c'est là que tu peux en tirer le maximum.